village de Haute-Savoie, s'apprête à disparaître. Un mur de béton, large de 40 mètres, ferme la vallée. À la fonte des neiges, l'Isère submergera le village et créera un lac profond de 150 mètres. Malgré plusieurs ordres d'évacuation, les Tignards refusent d'abandonner les biens que, de génération en génération, leurs ancêtres ont gagnés sur la montagne. Pourtant, devant le danger imminent, les autorités décident de brusquer les événements. Il faut évacuer la population. Et d'abord, les moins récalcitrants. Petite apocalypse industrielle. Les morts sortent de leurs tombeaux et commencent une singulière transhumance vers les hautes terres à l'abri des inondations. Pâques est proche, mais ces cloches-là ne partent pas à Rome. Christ décloué, statues sans prière s'entassent dans un coin de l'église vide. Les bâtiments officiels sont déménagés l'un après l'autre. Bon gré, mal gré, les Tignards prennent la route de l'Exode. Il suffit de quelques jours pour que l'eau isole le village. Afin d'empêcher les matériaux d'obstruer l'entrée des vannes, il faut raser les constructions. Tignes repose sous 100 mètres d'eau. Sur le barrage, avec les beaux jours, les travaux ont repris. La construction se fait par piles et donne à la crête du barrage une découpe en créneaux. Ces tonneaux d'acier qu'on appelle blondins contiennent 6 mètres cubes de béton. Ils en déversent jusqu'à 4600 par jour. L'eau, retenue derrière le barrage, s'échappe d'abord par les conduites forcées d'une petite centrale où elle entraîne des turbines de faible production. C'est la centrale des Bréviaires. L'Isère reprend alors son ancien cours. Mais pour que l'eau développe toute son énergie, il est nécessaire qu'elle se précipite d'une grande hauteur. La seule dénivellation favorable se trouvant à 15 km, on a creusé une galerie vers laquelle un barrage secondaire détourne l'Isère. Voici l'entrée des 15 km de cette galerie qui court sous le versant gauche de la vallée. Pour faciliter l'avancement du travail, tout au long du parcours, on a ouvert à flanc de montagne des chantiers dénommés fenêtres. C'est par elles que se fait également l'évacuation des déblais provenant du percement. De fenêtre à fenêtre, la galerie s'allonge. Un jour, il ne s'agit plus que d'en creuser le dernier tronçon près de la dénivellation de Malgovert. Se déversant dans une furie écumante, l'Isère retrouvera son ancien lit 750 mètres plus bas. Et les 8 turbines de l'usine de Malgovert tourneront entraînées par son élan. Aucune route ne peut atteindre la fenêtre 14. Pour y parvenir, il faut emprunter le téléphérique. C'est entre la fenêtre 14 et la fenêtre 16 qu'est situé le dernier obstacle opposé par la montagne. Des 3 km qu'il fallait creuser initialement, il reste maintenant 150 mètres. Sauf imprévu, la jonction se réalisera au cours de l'hiver prochain. On devra ensuite élargir l'ouverture à la dimension définitive de la galerie.
Et des blés retirés, on a construit une plateforme permettant d'établir l'ensemble du cantonnement. Avant d'atteindre la galerie elle-même, il faut parcourir les 320 mètres de la fenêtre. Ici, la fenêtre rejoint la galerie qui, depuis le barrage, descend en pente douce. Tout au long des couloirs sont installés les différents services. Ateliers de réparation, compresseurs à air, garages, stations de ventilation. On découvre toute une ville industrielle étirée en un étroit cordon de 15 km. Lorsque le percement rencontre une zone de roche dure, il n'est pas nécessaire d'étayer la galerie. Là, une équipe de surveillance vérifie l'état du soutènement métallique. La galerie s'engage sous le mont Pourri. Le terrain pulvérulent, gorgé d'eau, exerce une poussée incessante. Il faut découper au chalumeau les cintres tordus. Leur écrasement est si considérable qu'un éboulement peut survenir d'un moment à l'autre. Il arrive qu'on traverse une importante poche d'eau, une station de pompage est alors établie. Souvent, sans attendre les équipes spécialisées, les mineurs refont avec des moyens de fortune le boisage qui cède. Nous sommes à 1500 mètres de la fenêtre, tout près du front d'attaque. Derrière, un jambon. 6 mètres de long, 2 mètres de large. 4 marteaux actionnés à l'air comprimé. 11 hommes, beaucoup de poussière. À 150 mètres de là, la 16 avance à la rencontre de la 14. L'eau est si abondante que la galerie a déjà été inondée plusieurs fois. Au fur et à mesure de l'avancement du front de taille, les services d'entretien allongent le tuyau de ventilation. Quand le Jumbo a foré ses trous, les mineurs de la 14 apportent la dynamite. Seuls les marteaux sont repliés car on se sert des plateformes pour le chargement et le bourrage. Les charges sont munies d'une amorce électrique. Après la jonction des fils de chacune des charges, l'électricien déroule la ligne auxiliaire de tir. L'équipe des mineurs doit maintenant quitter le front de taille. Le coffret d'arrivée du courant électrique contient un fil souple assez long pour traverser la galerie. Dans le
branche au coffret de tir situé sur le parement opposé. Après s'être assuré que tous les hommes se sont éloignés, le chef mineur commande le tir. Quand les fumées de l'explosion sont dissipées, l'équipe des mineurs sonde le terrain et prévient les risques d'éboulement. Puis, elle arrose les déblais afin d'éviter les nuages de poussière. On profite du tas de pierrailles pour fixer les poutres d'avancement. Basse, massive, puissante, la pelle à air comprimé roule ses 70 tonnes avec une vivacité de rhinocéros. Les blocs de pierre s'acheminent par tapis roulant jusqu'au wagonnet qu'un tracteur emmène une fois rentré. On complète ensuite l'étayage. Le jambot peut revenir. Et la perforation reprend à la rencontre de la sève. Périodiquement, les géomètres vérifient le niveau et précisent la direction à suivre. Ce sont eux qui permettent aux mineurs de connaître la position de leur cheminement sous la montagne. Leurs relevés sont transmis au bureau des ingénieurs situé tout à côté de la fenêtre. Dehors, l'hiver est revenu. Dans ce bureau sont groupés tous les renseignements concernant la vie de la galerie. Éboulements, inondations, changements de direction, accidents, retards, avancements. Les moindres détails sont portés sur des graphiques ou des schémas. Les nouvelles sont satisfaisantes. Le percement définitif n'est pas loin. Tandis que l'avancement se poursuit derrière le front d'attaque, on travaille à élargir la galerie. Elle doit atteindre un diamètre assez important pour qu'un certain volume d'eau puisse y circuler. Après chaque perforation se reproduit le cycle des opérations. Bourrage, explosion, déblaiement. Là encore, il faut contenir les poussées de terrain par d'énormes cintres d'acier. Sur le soutènement métallique, on fixe un grillage qui servira d'armature au béton. Alors arrive le coffrage télescopique long de 10 mètres. Actionnés par des vérins hydrauliques, les pans du coffrage s'ouvrent et se mettent en place. Non loin de là, un train à béton malaxe ciment et agrégats. Le béton, déversé dans un skip d'alimentation, est envoyé sous air comprimé dans les coffrages métalliques. Les ouvriers, par les fenêtres du coffrage, en observent la montée pour le passer. Le chariot viendra démonter ce coffrage.
Les panneaux du bas seront relevés d'un côté, puis de l'autre. Attirés par les vérins hydrauliques, les pans principaux se replient. Il ne reste qu'à détacher les plaques amovibles pour libérer l'ensemble. Passant les uns sous les autres, tous ces éléments de coffrage permettent un bétonnage extrêmement rapide. Le diamètre de la galerie achevée est alors de 4,50 mètres. Bien que les difficultés restent les mêmes, le creusement des derniers mètres se fait à une vitesse jamais atteinte. Le désir d'en finir une bonne fois avec la montagne décuple l'énergie des mineurs. Sauf accident, la jonction doit se faire dans les 24 heures. Partout, les ouvriers n'ont qu'un sujet de conversation. Et les plus malins expliquent aux autres comment se passera la rencontre entre la 14 et la 16. Ce qui n'empêche pas de penser à d'autres trous qu'il faut boucher. Les deux galeries se sont rapprochées. Sous la montagne s'engage une hallucinante course de vitesse. Et toutes les heures, on emporte les résultats sur un tableau. Pendant des mois et des mois, ces hommes ont creusé la terre comme des taupes. Malgré le froid, les inondations, les éboulements, ils ont assuré la progression des deux galeries.
Aujourd'hui, 8 janvier 1952, la jonction est faite, la galerie est ouverte de bout en bout, la montagne est vaincue. Moins de 2 ans plus tard, les travaux d'aménagement du barrage sont terminés. Reposant sur une base de 43 mètres, le barrage se termine par une route large de 12 mètres. C'est le plus haut d'Europe, il mesure 181 mètres. La centrale de Malgover est prête à fonctionner. 2 conduites forcées relient la galerie à la centrale. Huit turbines attendent la descente de l'eau. L'hiver sortant des turbines reprendra enfin son ancien cours. 830 millions de kilowattheures seront distribués chaque année. Monsieur Auriol, premier président de la 4e République, inaugure les installations. À l'issue d'un banquet copieux, il se lève et parle. Malgover est inauguré, les turbines peuvent tourner. Maintenant, le chantier va fermer ses portes. C'est le moment de faire le bilan. Pour mener à bien cette entreprise colossale, il a fallu 1 630 000 mètres cubes de béton, 15 années d'efforts, 12 millions de journées de travail, 60 morts. Dans un petit cimetière au pied du barrage, quelques corps sont encore enterrés. Sacrifice sans prix qui n'aura pas été vain. Aujourd'hui, depuis la salle de commande, un seul homme, en tournant un bouton, peut donner à d'autres hommes un peu plus de joie. Un peu plus de force. Un peu moins de paix.